si ces hommes s'autorisent à s'approprier des corps d'enfants, des corps de jeunes filles, etc., c'est bien parce qu'ils s'en sentent autorisés. Beaucoup de femmes et de filles autour de moi qui me racontent qu'elles se font beaucoup plus draguer quand elles avaient 14, 15 ans, 13 ans qu'aujourd'hui, alors qu'elles en ont 25, 30 ans. Comment on peut expliquer un petit peu cela ? Moi, la première fois que ma fille est revenue un peu en panique parce qu'elle avait été interpellée dans la rue, etc., elle avait pile 14 ans. 14 ans, c'est l'âge de la puberté. C'est l'âge où les filles, généralement, commencent d'avoir des seins. Peut-être qu'elles ont déjà leurs règles. Leur corps commence de se sexuer. Et à partir de ce moment-là, c'est automatique. Sexuation égale sexualisation. Elles deviennent de petits corps-objets disponibles. Et pour les hommes, l'avantage de leur jeunesse, c'est aussi leur ignorance, c'est aussi le fait qu'elles sont encore des enfants. Par ailleurs, ça renvoie évidemment au phénomène de la criminalité. La logique d'appropriation des corps, elle est d'autant plus efficace, si je puis dire, que les personnes en question sont vulnérables. Et quand je dis vulnérables, je ne veux pas dire forcément fragiles, mais je veux dire plutôt exposées. Les enfants, les femmes en situation de handicap, les femmes racisées aussi, plus on cumule de facteurs à la fois de vulnérabilité et donc d'oppression, plus on est en risque d'être agressé. Et ça, c'est quelque chose dont il faut bien repérer la dimension systémique une fois encore. C'est-à-dire que c'est pas des pervers ou des types qui sont dérangés ou qui ont un problème. Enfin, c'est une tendance très forte qu'il faut absolument refuser, la tendance à psychologiser les actes des agresseurs sexuels. Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chercheurs.es. Aujourd'hui, on va parler de féminisme, mais surtout, on va parler de corps. Du corps des femmes, du corps des hommes, et on va partir de là, partir du corps de chacun, pour essayer de comprendre plus largement les transformations de notre époque. Alors que les mouvements féministes s'installent durablement dans notre société, en parallèle, on voit émerger des mouvements masculinistes avec des discours sur le virilisme et plus largement une vision du monde qui réaffirme des hiérarchies de genre. Alors qu'est-ce qui est en train de se jouer aujourd'hui ? Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir de recevoir Camille Froidevaux-Métry. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Tu es philosophe et professeur de sciences politiques et tu élabores une thèse féministe avec le corps au centre de ta réflexion. Alors, trigger warning pour nos auditeurs et auditrices, dans cet épisode, on va aborder de violences sexuelles et sexistes. Si ces sujets sont difficiles pour vous, je vous invite à passer directement à la partie 2 qui sera numérotée, que vous trouverez dans le chapitrage de l'épisode. Bon, encore une fois, merci beaucoup Camille d'avoir accepté mon invitation. Avant de commencer et de rentrer vraiment dans le cœur de ta réflexion et peut-être un peu la confronter avec des événements actuels de notre société et peut-être pour un peu plus comprendre ce qui se passe, j'aimerais bien qu'on parle un instant de ton ouvrage collectif qui s'appelle Théorie féministe, publié aux éditions du Seuil en septembre 2025. Alors je précise, tu m'as rien demandé, j'en parle avec plaisir de faire cette promotion parce que c'est un travail à la fois important et colossal. C'est 130 textes, plus d'une centaine d'autrices et d'auteurs avec une richesse très importante dedans. Il y a des textes sur la sororité, le féminisme noir, l'écoféminisme, le plaisir, la religion, et j'en passe, c'est un livre très très riche. Et je t'ai entendu dire dans une interview pour préparer cette émission que tu étais très heureuse pendant la préparation de cet ouvrage-là. Tu discutais avec tout le monde, tu collectais, mais qu'aujourd'hui tu te sens peut-être un peu plus inquiète, que peut-être c'est un peu passé. Qu'est-ce qui a changé pour toi personnellement ? Et tu vois, le féminisme en même temps n'a jamais été aussi riche intellectuellement peut-être. Et malgré ça, j'ai l'impression que tu te sens un peu comme nous, les auditeurs et moi, inquiète par les évolutions contemporaines. Oui, en effet, quand j'ai eu l'idée du projet, c'était il y a un peu plus de 3 ans. Et mon envie, c'était de participer à la belle dynamique féministe dans laquelle on était emporté depuis quelques années. J'observais qu'il manquait quelque chose d'un peu synthétique, d'un peu panoramique sur la question des idées. Il y a beaucoup de livres qui sont parus sur les mouvements, sur l'histoire des féminismes, mais il me semblait que c'était utile d'essayer de proposer de façon très accessible une somme qui permette de prendre connaissance à la fois des grandes notions, mais aussi des courants, et puis évidemment de toutes les autrices qui ont fait, qui font et qui feront le féminisme. Donc j'étais dans un état d'esprit à la fois enthousiaste, serein. Voilà, donc le projet a été lancé. J'ai établi un premier sommaire, rencontré des personnes. On a formé ensuite un premier groupe de travail. Et on a retravaillé le sommaire. On est passé d'une 50aine de textes à maintenant effectivement 130. Et puis, pendant ce temps-là, il se passait pas mal de choses autour de nous, et notamment, alors je crois que ça n'aura échappé à personne, qu'on est dans une séquence où, sur un certain nombre de sujets, les droits des femmes et des personnes LGBTQI sont très directement menacés, parfois même renversés. On est dans un climat politique, par ailleurs, où l'on voit les mouvements réactionnaires, néofascistes et plus généralement d'extrême droite s'implanter, s'enraciner, connaître des succès électoraux croissants.
Et au moment donc où le livre allait sortir, quand il a fallu que je rédige son introduction, mon état d'esprit avait vraiment changé. Et je me suis dit que désormais, nous entrions en résistance. Et je me suis dit que ce livre, qui est assez imposant, c'était comme un gros pavé à jeter dans la mare réactionnaire. Et je pense que c'est important, en effet, de revenir, parce que tu dis qu'il y a ce mouvement qui revient, et ce mouvement, il revient aussi par le contrôle. Et c'est le contrôle des corps des femmes, des hommes aussi. Mais comment est-ce que tu définirais le statut des corps des femmes et des hommes dans nos sociétés? Ça va peut-être nous permettre de poser un peu une base de définition pour après toute la discussion qu'on va avoir. Oui, puis ça va me permettre aussi de définir aussi le féminisme. Je vais me concentrer d'abord un peu sur la question des corps des femmes, pour en dire que c'est en quelque sorte l'origine de tous nos problèmes, puisque le patriarcat, c'est une structuration hiérarchique de la société qui repose sur la définition de l'existence des femmes au seul prisme de leurs fonctions corporelles, et notamment des fonctions sexuelles et maternelles. Ça remonte à très loin, et au moins jusqu'à Aristote, c'est-à-dire cette conception selon laquelle le rôle des femmes dans la société, leur fonction, c'est de faire des enfants, de les élever, et donc d'être ainsi cantonné dans la sphère de la vie domestique et familiale. À partir de là, on a pu concevoir que cette sphère domestique et familiale était de l'ordre des réalités inférieures, et que le monde social, politique, masculin, lui, était au-dessus, supérieur, et c'est cette hiérarchisation genrée de la société qu'on appelle le système patriarcal. Or, ce système, très ancien, il a traversé toute l'histoire jusqu'à nous, et il a même survécu au grand tournant de la modernité démocratique, puisqu'alors même que certains grands théoriciens, comme Rousseau, par exemple, commencent de penser la conceptualisation de l'égalité, cette idée que tout individu, de par sa naissance, possède les mêmes droits que tous les autres, il accepte les femmes de cette proposition démocratique de l'égalité, puisque dans son livre Émile ou de l'éducation, qu'il écrit en même temps que du contrat social, en fait, il définit ce que doit être l'éducation des filles pour qu'elles deviennent des épouses vertueuses et des mères dévouées. Et donc, depuis les origines de notre histoire occidentale, les femmes sont en quelque sorte réduites à leur corps. Elles ne sont presque que des corps. Des corps disponibles sexuellement, disponibles maternellement, des corps au service de la société et des hommes qui la dirigent. Et donc le grand projet féministe, c'est précisément d'émanciper, de libérer les femmes de cet enfermement dans leur destin corporel, et de leur permettre de devenir des sujets comme les autres, des sujets de droit comme les autres. Alors, il y a tout un certain nombre d'étapes. Du point de vue du corps, la grande étape, c'est les années 70, avec la conquête des droits reproductifs, droit à la contraception et droit à l'avortement, parce que c'est le moment où les femmes peuvent enfin contrôler leur propre nature procréatrice, et qu'elles peuvent échapper à ce qui était jusque-là une forme de destin, quelque chose à quoi elles ne pouvaient pas échapper, et qu'elles peuvent désormais décider, choisir librement si elles veulent des enfants, combien elles en veulent, à quel moment, etc. Et ça a des incidences énormes pour ce qui est de nos vies aujourd'hui, puisque c'est non seulement évidemment une immense liberté offerte aux femmes de pouvoir ne plus subir des grossesses à répétition, des grossesses non choisies, etc., ne plus courir le risque non plus de mourir des suites d'un avortement clandestin, mais c'est aussi le grand tournant qui permet aux femmes d'entrer dans la modernité démocratique. C'est le moment où elles deviennent vraiment des sujets de droit comme les hommes, ou en tout cas elles peuvent aspirer à être au moins aussi libres et aussi égales que les hommes. Tout ça pour dire que dès lors que l'on touche au corps des femmes, que l'on atteint les femmes dans leur corporéité, en fait, on réactive la logique patriarcale. Je prendrai juste un exemple, c'est la décision de la Cour suprême états-unienne en juin 2022, qui revient sur un arrêt de 73 qui garantissait le droit à l'avortement au niveau des États-Unis. Depuis donc cet arrêt de juin 2022, ce sont chacun des États fédérés qui détermine sa législation en matière de droit à l'avortement, tant et si bien qu'aujourd'hui, dans la moitié d'entre eux, l'avortement est quasiment impossible, voire interdit, et qu'on a des dizaines de millions de femmes américaines qui se retrouvent dans une situation de vie celle qui était celle des femmes autrefois, donc de se retrouver à nouveau complètement enfermées dans ce carcan corporel. Dans cette définition, est-ce que tu pourrais aussi un petit peu nous parler du corps des hommes et un peu le confronter au corps des femmes? Qu'est-ce que, tu as parlé dans le corps des femmes de définition comme disponible. Dans les corps des hommes, c'est quoi?
c'est pas si important en fait Tu crois pas si bien dire. Moi, je dis souvent que les femmes ne peuvent pas faire comme si elles n'avaient pas de corps, alors que les hommes y arrivent très bien. Ils peuvent tout à fait dénier ou invisibiliser ou ignorer leur propre corporité. Ça ne veut pas dire qu'ils s'y intéressent pas. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Aujourd'hui, les hommes sont très... Enfin, il y a plein de thématiques autour de la musculation, le sport, la puissance qui font signe vers un souci masculin pour le corps. Mais la grande différence, c'est que les corps des femmes les place d'emblée dans une situation de disponibilité et donc de vulnérabilité qui s'assortit, et c'est ce qu'il faut préciser, de toute une série de discriminations et de violences. Moi, je définis le corps féminin comme une expérience vécue, en fait. C'est-à-dire un rapport à soi, aux autres et au monde qui passe nécessairement par le corps. Le mot important, c'est nécessairement. Ça veut dire que les femmes ne peuvent pas esquiver leurs conditions corporelles, sexuelles donc, et maternelles. Et donc, cette condition qui se définit par une nécessaire incarnation, elle s'accompagne, je le disais, de discrimination et de violence. Les hommes, eux, ont ce privilège de pouvoir considérer que leur corps est un corps générique, un corps universel, qui est la mesure de toute chose, et un corps par ailleurs dont ils ont pensé depuis toujours qu'ils le maîtrisaient et qu'ils le contrôlaient. On est toujours dans cette espèce de mentalité patriarcale, cette idée que ce qui compte, c'est la prise sur le monde, mais c'est aussi la prise sur soi, le contrôle de soi, et donc le corps masculin, il se définit au travers d'un certain nombre d'injonctions, dont on peut dire tout de suite que ce serait aussi une bonne chose pour les hommes qu'ils puissent s'en libérer, mais c'est un ensemble d'injonctions qui sont l'injonction à la puissance, à la performance, à l'excellence, à la constance. On n'a pas le droit de faillir, on n'a pas le droit d'échouer. C'est un corps puissant et c'est un corps qui est aussi un corps conquérant, c'est-à-dire c'est l'idée que les hommes sont projetés dans le monde et qu'ils maîtrisent et qu'ils contrôlent et qu'ils s'approprient la nature, les femmes, les enfants, tout ce qui est appropriable. Maintenant, on va confronter à ces définitions que tu as données un peu à des faits récents. Je pense notamment, j'aimerais bien parler de l'affaire des viols de Mazan. C'est quelque chose de très difficile, c'est important d'en parler. Pour mettre un petit peu de contexte pour les auditeurs et auditrices, c'est une affaire judiciaire qui a marqué ces dernières années et peut-être cette décennie. 83 potentiels violeurs selon l'enquête, plus de 50 hommes accusés, 46 reconnus coupables de viol aggravé, une même victime, Gisèle Bellico, droguée à son insu par son mari Dominique Pellicot. Ce qui a été beaucoup dit dans les médias, et ce qui a été beaucoup choqué, c'est les condamnés qui ont des profils très variés. C'est tout âge, toute profession, sans profil criminel particulier, c'est l'espèce de banalité du mal. Et ça a été largement commenté, ça, et moi j'aimerais bien m'arrêter sur un autre point, qui est le point un peu de la disponibilité, dont tu as déjà mentionné. Parce que là, on est dans le cadre où on connaît un peu l'histoire de l'appropriation du corps des femmes historique sur laquelle tu es revenu. Mais là, est-ce que c'est différent? Parce qu'il y a ce côté-là de partager aux autres hommes, c'est mettre à disposition d'autres. Et là, ça n'a vraiment rien de nouveau. Je veux dire, le fait que les hommes considèrent leurs compagnes, leurs épouses comme des biens qu'ils peuvent éventuellement partager, offrir à d'autres ou offrir à la meute, ça c'est des choses, enfin historiquement, il y en a maints exemples. Alors évidemment, une question de rang et de classe sociale dans les périodes du passé, mais ce que je voudrais préciser, c'est l'occasion. C'est d'abord une chose, c'est que c'est vrai que ce procès a marqué très très profondément les esprits dans les derniers mois. Mais ce que j'observe moi, c'est que des affaires de ce type et des scandales liés à des violences sexuelles, nous ne cessons d'en vivre depuis plusieurs années. À échéances régulières, on voit surgir soit un ouvrage, soit une révélation, soit un procès qui met au jour des faits de violences sexuelles, tous plus ignobles les uns que les autres. Et à chaque fois, ça se passe de la même façon. Il y a une grande émotion, il y a une grande effervescence. On en parle beaucoup dans les médias. On y consacre des émissions, des ouvrages, que sais-je encore. Et puis, tout retombe un peu comme un soufflet. Ça, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. C'est-à-dire que quand on est féministe et qu'on lutte contre les violences sexuelles, et quand surgit ce type d'affaires, on a toujours cette espèce de petit vertige d'espoir en disant « Ah, ça y est, cette fois-ci, la société tout entière ne pourra plus nier, ne pourra plus ignorer. Cette fois-ci, enfin, il y aura des mesures politiques concrètes. Cette fois-ci, enfin, il y aura des fonds publics alloués à la lutte contre les violences, etc. » C'est pas ce qui se passe.
de façon récurrente. Donc ça interroge beaucoup sur une forme de j'allais dire réticence, mais le mot est trop faible, une forme d'hostilité et de refus social très profondément enraciné, j'allais dire de prendre au sérieux toutes ces histoires. C'est-à-dire qu'on en fait à chaque fois comme des cas isolés. On a bien vu avec Mazan avec quelle facilité les hommes pouvaient dire ah oui, non mais c'est des fous, des pervers, des monstres. Voilà, moi je me souviens avoir écrit une tribune dans Le Monde qui disait oui, tous les hommes sont coupables à minima d'être restés des indifférents ordinaires. J'ai reçu des centaines, mais vraiment des centaines de commentaires d'hommes, lecteurs du Monde, tous indignés, tous pour me dire que eux, alors là, mais non, mais pas du tout, mais comment osez-vous faire cet amalgame, etc. Ce que cette affaire nous permet de dire et de répéter, et manifestement ça a du mal à rentrer dans les esprits, c'est que quand nous disons oui, tous les hommes sont coupables, ça signifie pas que individuellement tout homme est un agresseur. Ça signifie que de par sa socialisation, du simple fait de naître homme dans une société patriarcale, eh bien tous, toi y compris, avaient été éduqués et avaient grandi avec dans la tête des représentations sur les femmes, des représentations sur les relations entre les femmes et les hommes, qui s'enracinent dans le postulat patriarcal de la disponibilité sexuelle. Et donc, effectivement, ce qui est arrivé à Gisèle Pelicot, c'est comme une sorte de summum de cette notion de disponibilité ou de mise à disponibilité, mais elle s'inscrit au beau milieu de toute une série d'autres leviers et mécanismes de cette mise à disposition. Et ce qui est important de repérer, c'est que tout ça s'inscrit dans une logique de continuum qui relie entre elles toutes les violences faites aux femmes, de la simple injure sexiste, ou même, j'allais dire, un homme qui reste assis le soir à sa table et qui attend que sa femme lui serve à manger, et puis qui hausse un peu la voix parce que ça traîne ou parce que c'est pas assez chaud. À l'autre bout, le plus immonde, l'affaire Pelicot et jusqu'au féminicide, on a l'impression que ces deux mondes, eh bien, en réalité, c'est le même fil qui relie, c'est le fil rouge du sexisme, c'est-à-dire cette conception de ce que les femmes dans la société sont là pour être utilisées, pour être appropriées. Eh bien, ce fil rouge-là de ces conceptions sexistes, il permet de montrer que finalement, et c'est pour ça que c'est très très important de mettre en œuvre des dispositifs éducatifs à destination des garçons, parce que tout commence à l'école, dans la famille, par des petits gestes de la vie quotidienne, par des petites choses qui se passent dans la cour d'école, et puis petit à petit, quand arrive l'adolescence, ça se cristallise, et puis tout ça ensuite peut, via un certain nombre de canaux de la culture populaire, et notamment les réseaux sociaux, prendre parfois des proportions inouï. J'aimerais bien qu'on s'arrête sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment quelque chose qui concerne moi, ma génération. En fait, j'ai l'impression que peut-être, là c'est juste moi qui parle, mais on vit beaucoup de notre vie sur le numérique, même plus parfois que sur le physique. Et tu vois, tu disais très justement qu'on dit à chaque fois ce genre d'affaires c'est un peu unique, ou en tout cas c'est oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, mais alors que c'est quelque chose de courant. D'ailleurs, j'étais tombé dessus là il y a une semaine en Allemagne. Tu as une animatrice qui s'appelle Colin Fernandez qui a dénoncé pendant près de 10 ans tu avais des vidéos pornographiques générées par intelligence artificielle avec son visage, sa voix qui circulait en ligne avec des faux profils sur LinkedIn et tout ça. Et en fait, elle a découvert cette année qu'en fait c'était son propre mari qui était derrière tout ça et qui lui a expliqué qu'il faisait ça parce qu'il l'a possédée et qu'à ce titre il pouvait la mettre à disposition d'autres hommes, et je cite ça. Et tu vois, avec l'affaire Pelicot, on parle du corps mis à disposition dans le physique, mais j'ai l'impression qu'il y a une égalité avec le numérique, même peut-être une croissance où avec le corps des femmes dans l'espace numérique est mis à disposition plus intensément. Est-ce que tu analyses ça de la même manière? Est-ce qu'il y a une spécificité dans le numérique que tu vois? Je crois simplement que c'est un nouvel outil particulièrement à la fois sophistiqué et pervers, parce que le principe des deepfakes qui permettent de mettre des visages de femmes connues sur des corps nus et de leur faire à peu près n'importe quoi, enfin ça atteint des proportions absolument glaçantes. La logique à l'œuvre est la même. Et puis par ailleurs, le principe des femmes enfermées dans des images, ça date pas non plus des réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce sont les corps des femmes qui sont appropriés et mis à disposition, que ce soit les corps physiques ou leur représentation, les photos, les films. Voilà, je pense notamment à l'affaire récente de French Bukkake, c'est-à-dire cette
ce groupe d'hommes qui ont livré en pâture, il n'y a pas d'autre mot, une femme à des dizaines et des dizaines d'hommes recrutés sur Internet et qui ont filmé ce carnage pour produire simplement des images pornographiques. Ça, le principe de l'image pornographique, il n'a pas attendu Internet. Enfin, ça existait depuis que la photo existe, en quelque sorte. Parmi les toutes premières photos, il y avait beaucoup de photos de nus de femmes. Donc, on est toujours, en fait, dans ce même principe, dans cette même dynamique de destruction des femmes et surtout de domination. C'est-à-dire que tout ça est un levier très très puissant pour maintenir les femmes dans la soumission et la peur. Et ça, c'est peut-être une dimension qu'Internet et les réseaux sociaux ont encore accentuée parce que je pense au phénomène des sextapes et du chantage et du revenge porn exactement, et qui touche des très très jeunes filles. Et ça devient vraiment des outils dévastateurs. Petite pause, 97% d'entre vous regardent chercheur.s sans être abonnés. Alors est-ce que tu peux prendre ce petit moment pour t'abonner, que tu sois sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. Le projet est 100% indépendant, sans profit, et ton abonnement peut vraiment faire la différence. Merci pour l'écoute et je te souhaite un très bel épisode. On a parlé du continuum. J'aimerais bien aussi du coup, prendre un peu le temps pour cet aspect de la destruction. Pourquoi ? En fait, je rappelle, il y a un féminicide tous les 2 jours en France, et à date du 24 mars, il y a déjà 27 féminicides en 2026 en France. Pourquoi les hommes se sentent légitimes à détruire les femmes, à les tuer ? Est-ce que ça va, encore une fois, au-delà de la rendre disponible, d'être propriétaire, il y a un peu de la haine, quoi. Ce qui est sûr, c'est que les hommes qui maltraitent et qui violentent leurs femmes, même s'ils le font parfois soi-disant au nom de l'amour, qu'on est à l'évidence dans une mécanique psychique de détestation. Mais là, en l'occurrence, le féminicide, c'est le paroxysme de l'appropriation et de la mise à disposition de soi-même. On sait, sociologiquement, ça a été montré que dans une grande majorité des cas de féminicide, la logique meurtrière, elle s'enclenche au moment où la femme engage quelque chose pour quitter ou se séparer de son mari. Et donc, en fait, ce qui déclenche l'acte meurtrier, c'est quand la femme s'échappe, ne fait en sorte de ne plus être la chose possédée. Et donc, plutôt que de perdre cette chose possédée, ces hommes préfèrent la faire mourir, la mettre à mort, parce que on est là vraiment au paroxysme psychique de ce fantasme de possession et de toute puissance, et qui est aussi c'est une notion très importante, c'est aussi un ressort de ce qu'on appelle l'objectivation, c'est-à-dire cette façon de considérer les corps des femmes comme des corps objets et de nier en fait la subjectivité de la personne que sont ces femmes et de ne considérer plus que ce qu'elles sont en tant que corps objet. J'aimerais te faire réagir à un extrait qui est passé récemment sur les réseaux sociaux. Quand j'avais 14 ans, 15 ans, je me rendais pas compte à quel point j'étais hypersexualisée par les hommes. Je faisais DM par tous les footballeurs, même des acteurs. Franchement, si je dis les noms, je peux... Vraiment. Je peux tuer des carrières. Et c'était connu que t'avais 14 ans. J'avais 14 ans, tout le monde le savait. Ça se voyait. Même si les gens disaient non, mais elle fait plus grande que son âge, ça se voyait que j'avais une tête de bébé, je suis désolée. Ouais. Mais à cette époque-là, je pensais que j'étais grande, je pensais que je faisais grande et tout, mais en fait, maintenant que j'ai 21 ans, que je me regarde à 14 ans, j'étais un bébé cadeau, genre. Même 10 ans plus tard, là, on a toujours pas leur âge. Ouais. C'est-à-dire que je pense actuellement, si ces personnes nous draguent, ça pourrait être un peu chelou. Ouais. Genre, ça passe, mais vas-y. Je me dirais même, oula, ils sont un peu vieux pour me draguer. Donc, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était vraiment, c'est pédophile, genre. En vrai. Ouais. On se fait beaucoup plus draguer quand on a 14 ans, 15 ans que actuellement. Je me rappelle quand j'avais 15 ans dans la rue, je me faisais grave arrêter. C'est parce que ces hommes-là se disent qu'on est plus vulnérables. Ils vont plus avoir peur d'une femme qui a la vingtaine, qui puisse affirmer, qui saura dire non, qu'une fille de 15 ans, ils disent que c'est plus facilement manipulable et tout. Donc je pense que c'est pour ça qu'on se faisait plus DM ou bien draguer. sûr. Je me dis que vraiment ils ont profité de justement ma vulnérabilité, même si je faisais plus mature et tout. Mais je sais même pas si on faisait plus mature. Hein. En vrai, tu restes une gamine, t'étais au collège, tu passais le brevet, genre. Enfin, ouais, vraiment. Quel rapport? Juste pour donner un petit peu de contexte sur l'extrait, c'était Paola Locatelli, influenceuse et actrice française avec plus de 2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et ce récit, c'est un petit peu celui aussi de beaucoup de femmes et de filles autour de moi qui me racontent qu'elles se font beaucoup plus draguer quand elles avaient 14, 15 ans, 13 ans qu'aujourd'hui, alors qu'elles en ont, moi dans mon entourage, plutôt 25, 30 ans. Comment on peut expliquer un petit peu cela ? Oui, il y a 2 éléments. C'est très intéressant ce qu'elles disent, parce que d'abord, elles disent
elles partagent une expérience vécue qui est celle d'à peu près toutes les filles. Moi, la première fois que ma fille est revenue vers moi un peu en panique parce qu'elle avait été interpellée dans la rue, etc., elle avait pile 14 ans. 14 ans, c'est l'âge de la puberté. C'est l'âge où les filles, généralement, commencent d'avoir des seins. Peut-être qu'elles ont déjà leurs règles. Leur corps commence de se sexuer. Et à partir de ce moment-là, c'est automatique. Sexuation égale sexualisation. Elles deviennent, ça y est, de petits objets, de petits corps-objets disponibles. Et pour les hommes, l'avantage de leur jeunesse, c'est aussi leur ignorance, c'est aussi leur, j'allais dire, oui, le fait qu'elles sont encore des enfants et qu'elles n'ont pas conscience de ce que peut produire justement ces élans d'appropriation qui les visent. Elles le vivent souvent de façon... elles sont gênées, elles se sentent mal, elles comprennent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elles ne sont pas en capacité, comme le disait justement l'une des jeunes femmes, de dire non, de repousser, parce qu'elles n'ont pas encore compris exactement quel sort leur réservait la société et surtout les hommes qui la font. Par ailleurs, ça renvoie évidemment, ça a été évoqué aussi dans l'extrait, au phénomène de la pédocriminalité. La logique d'appropriation des corps, elle est d'autant plus efficace, si je puis dire, que les personnes en question sont vulnérables. Et quand je dis vulnérables, je ne veux pas dire forcément fragiles, mais je veux dire plutôt exposées. Donc les enfants, les femmes en situation de handicap subissent des agressions sexuelles beaucoup plus que les femmes valides. Les données le montrent. Les femmes racisées aussi. En fait, plus on cumule de facteurs à la fois de vulnérabilité et donc d'oppression, plus on est en risque d'être agressé. Et ça, c'est quelque chose dont il faut bien repérer la dimension systémique une fois encore. C'est-à-dire que c'est pas des pervers ou des types qui sont dérangés ou qui ont un problème. Enfin, c'est une tendance très forte qu'il faut absolument refuser, la tendance à psychologiser les actes des agresseurs sexuels. Oui, et donc à les excuser d'une certaine façon. Ils auraient toujours quelque chose. Alors, ils ont été eux-mêmes victimes de violences. Il faut le prendre en compte, bien évidemment, mais on ne peut pas nier les parcours d'existence. Mais on ne peut pas expliquer l'ampleur des agressions, des viols et des féminicides par des troubles psychologiques que subiraient ces agresseurs. On voit bien la dimension systémique. On voit bien qu'en réalité, si ces hommes s'autorisent à s'approprier des corps d'enfants, des corps de jeunes filles, etc., c'est bien parce qu'ils s'en sentent autorisés. C'est bien parce que socialement, il y a une forme, alors j'irai pas jusqu'à dire d'acceptation, mais disons qu'il y a une forme de... Tolérance ? Oui, une forme de tolérance, qui est une forme d'invisibilisation. J'en veux pour preuve les difficultés qu'ont les femmes aujourd'hui lorsqu'elles souhaitent porter plainte, a fortiori quand il s'agit, comme c'est le cas dans cette vidéo, de personnes célèbres, de personnes connues. En fait, il y a quelque chose une forme de double peine, ou pour pas dire de triple peine, c'est-à-dire qu'elles ont subi des agressions, et quand elles souhaitent porter plainte et obtenir réparation, c'est extrêmement difficile. Donc il faut rappeler cette chose vertigineuse, que sur 10 victimes d'agressions sexuelles, seule une aura le courage d'aller porter plainte, et on sait très bien pourquoi. J'ai moi-même accompagné des femmes victimes au commissariat où elles ont rencontré en première instance des associations qui leur expliquaient quel serait le processus à partir du dépôt de plainte. On sortait du commissariat et ces femmes me disaient j'ai décidé de ne pas porter plainte parce qu'il faut accepter la confrontation avec son agresseur, il faut accepter que ce qu'on a subi soit raconté à tout son entourage parce qu'il y a une enquête d'entourage, etc. Donc, il faut accepter, par exemple, que ses parents soient au courant, on ne veut pas forcément. Et puis surtout, il y a cette logique abominable où il faut sans cesse répéter ce qu'on a subi, il faut sans cesse se débattre face à des questions incriminantes qui renversent la culpabilité, qui vous font vous sentir fautive. Comment étiez-vous habillée ? Est-ce que vous aviez bu ? Mais pourtant, vous êtes bien monté chez lui. Enfin, bref, il y a toute une mécanique, ça s'appelle la culture du viol, toute une mécanique qui fait que donc seule une victime d'agression sexuelle sur 10 porte plainte, et sur les plaintes qui aboutissent à des procès, seul un agresseur sur 10 est condamné. Si on fait un petit calcul mathématique, il n'est pas difficile à faire, ça donne 1% des agresseurs qui sont condamnés par la justice. Donc c'est un chiffre, ça veut dire, je sais pas, je comprends pas pourquoi les pouvoirs publics et Dieu sait pourtant que les associations féministes font ce qu'il faut pour faire entendre ces chiffres et ces données, mais c'est vraiment
J'aimerais bien rebondir là-dessus parce qu'en fait, là, dans ce que tu as dit, il y a beaucoup de choses très intéressantes. La première, c'est qu'il ne faut pas individualiser les agresseurs parce que il y a quelque chose de systémique qui se passe. Aussi, le parcours individuel des victimes est très compliqué et il y a beaucoup d'embûches qui sont mises, intentionnellement ou non, mais un des grands débats actuellement, enfin, je pense qu'on a passé outre le débat, mais c'est la notion de consentement, oui. Qui est hyper importante, mais est-ce qu'on n'est pas aussi en train d'individualiser quelque chose? On n'est pas en train de donner une responsabilité individuelle aux femmes qui déjà ont cette peine-là face à un truc systémique? C'est intéressant ce que tu dis, et c'est juste, c'était d'ailleurs un débat qui a traversé le champ féministe, la question de savoir, mais donc désormais la chose est faite, c'est-à-dire que la notion de consentement a été ajoutée à la définition du viol, c'est-à-dire que désormais dans un procès pour viol, il faudra faire la preuve du non-consentement, mais de fait, ça implique que l'attention se porte sur la victime, qui doit faire en sorte de pouvoir démontrer qu'elle était non consentante. Et donc, il y a certaines féministes qui trouvent que ça n'augure pas de très bonnes choses pour les futurs procès, parce que ça contraint les victimes à être, d'une certaine façon, sur la sellette, plutôt que de faire la démonstration de la qualification de viol de l'acte qui a été commis. Néanmoins, je trouve important, néanmoins, que cette notion ait été à ce point discutée et donc désormais inscrite dans la loi. Moi, ce qui me pose toujours problème, c'est un peu la même chose pour l'inscription dans la Constitution du droit à l'avortement, c'est que on aura beau graver dans le marbre de nos grands textes des mots et des principes cruciaux, si on met pas en place des dispositifs financés pour permettre à moins de femmes d'être agressées et à davantage de victimes d'obtenir réparation, on n'avancera pas. Et on sait très bien, il y a d'autres modèles qui nous le prouvent, comme le modèle espagnol, qu'il faut travailler sur la réforme de la justice, qu'il faut travailler sur la création de tribunaux spécifiquement dédiés aux violences faites aux femmes, qu'il faut dédier des fonds à la formation des policiers, des magistrats, etc., qu'il faut aussi financer l'accompagnement des victimes. Il y a quelque chose dont on parle très très peu, qui est le coût non seulement psychique, mais aussi financier pour les victimes de leur parcours de réparation. Les coûts en frais de soutien psychologique, de frais d'avocat, bien évidemment. Et on a calculé, j'ai vu passer les chiffres récemment, que c'était plusieurs centaines d'euros mensuels sur plusieurs années. Okay. Qui étaient nécessaires pour les victimes pour avancer sur leur chemin de réparation. Des années, quand on est sur du 3 à 5 ans. Absolument. Je te propose qu'on garde ça et qu'on l'adresse après pour vraiment imaginer après un futur où il faudra réformer en profondeur, j'ai l'impression, parce que les amendements dont on parle ne sont pas suffisants, que ce soit des amendements juridiques ou des amendements matériels. J'aimerais bien qu'on se concentre un moment sur le corps des hommes. Et je te propose de regarder aussi encore un petit extrait. L'homme, le mâle, est-il en crise? Depuis quelques années, on subit une attaque contre la masculinité. Tout signe de virilité est attaqué. On essaye de féminiser. Ça, c'est évident. La plupart des hommes aujourd'hui sont complètement déconnectés de leur masculinité. Je vais vous expliquer comment passer d'un bêta fragile à un homme alpha. Je suis un mâle alpha! Respectez-moi! On essaie de détruire la masculinité. On m'accuse d'avoir une certaine forme de masculinité toxique en moi. Ensemble, on va changer les mentalités et faire en sorte que les mecs reprennent leur de gloire d'antan. La plupart des meufs aujourd'hui, jeunes et modernes, c'est super triste à dire, mais en dehors de leur téléphone, de leurs réseaux sociaux et de leur legging Gymshark, il n'y a pas grand-chose. Ta gonzesse, elle n'a pas à partir en vacances sans toi. Comporte-toi comme les hommes qui la qui lui cassent le dos. Mais les meufs, tout ce qu'elles veulent, c'est se faire démonter. Pour moi, pour ma part, l'homme travaille, la femme elle. Pour la société, une femme, c'est d'abord un animal physique. Alors, c'était un extrait de plusieurs séquences de la youtubeuse Amy Story qui a fait une enquête dessus. Du coup, je la remercie pour l'extrait. Vous pourrez voir sa vidéo en description. Voilà, j'aimerais bien parler de toi un peu de ce retour-là récemment du coup des masculinistes, du discours viriliste et notamment centré autour du corps, en fait, aux autorités de la musculation, du contrôle, de la discipline. Enfin, en étant un homme moi-même, j'y reçois mon feed d'Instagram et TikTok l'a bien remarqué. Du coup, je suis bombardé en permanence de voici ta routine pour te lever à 5h30 le matin et après tu dois être à la salle et faire tout ça.
Comment comprendre ça un petit peu de manière plus globale dans ce retour peut-être très fort, peut-être c'est pas un retour, j'ai pas forcément l'histoire, mais ce retour très fort sur le corps du côté masculin. T'en as dit quelques mots au début, peut-être c'est un retour sur de la prise de contrôle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, d'abord commencer par dire que cette déferlante masculiniste, c'est la forme contemporaine de l'antiféminisme. Donc c'est pas nouveau, parce qu'il y a de l'antiféminisme depuis qu'il y a du féminisme, donc voilà, ça fait près de 2 siècles. Et ce qui est pas nouveau non plus, c'est cette rhétorique de la crise de la masculinité. C'est quelque chose, c'est un discours qu'on entend depuis toujours, et qui caractérise précisément ce qu'on appelle aujourd'hui masculinisme, c'est-à-dire en fait une réaction au féminisme qui est désigné comme un grand danger menaçant la condition masculine dans ce qu'elle a de grand et de beau, c'est-à-dire dans sa dimension de force, de puissance, de domination et de pouvoir. Et donc les masculinistes, leur projet, c'est de remettre, selon leurs propres termes, voilà, le monde à sa place et les choses en ordre, c'est-à-dire remettre les hommes en position de pouvoir et remettre les femmes à leur place en tant qu'objets disponibles sexuellement et maternellement. Donc c'est ni plus ni moins qu'une nouvelle variante, en fait, de la proposition patriarcale. Simplement, c'est une variante réactive qui survient à un moment où les mouvements féministes sont parvenus à un degré quand même de diffusion et d'imprégnation de la société qu'on n'avait jamais, en tout cas rarement atteint dans nos sociétés. Et comme il s'agit de restaurer la puissance des hommes, assez logiquement, un des leviers principaux de cette restauration, c'est le corps des hommes dans sa puissance et sa musculature. Ça paraît tellement évident que c'est presque bête de le dire, mais un corps puissant, un corps fort, c'est un corps qui peut soumettre. C'est un corps qui peut mettre à terre, qui peut briser, qui peut frapper, qui peut tuer. Donc, ce que les masculinistes prônent et proposent aux jeunes hommes aujourd'hui, c'est rien d'autre que de devenir des corps machines à soumettre les femmes. Et je trouve ça particulièrement intéressant parce qu'on en a parlé du coup des femmes historiquement réduites à leur corps. Et là, j'ai l'impression qu'on voit un peu de symétrie inversée avec des hommes qui s'y réduisent eux-mêmes volontairement. Est-ce que tu vois une espèce de symétrie là-dessus ? Et peut-être que, en fait, ils peuvent se le permettre, vu comme on a dit au début, ils sont pas considérés que ça. Oui, et puis il y a un autre aspect très puissant dans les mouvements masculinistes actuels, et les deux vont ensemble. C'est tout le délire autour de l'enrichissement ultra rapide. Et ultra nécessaire, tout ce qui concerne le bitcoin ou tous les plans pour devenir très rapidement un entrepreneur hyper riche. Ça marche ensemble. C'est-à-dire, en fait, le projet, c'est la puissance. Et donc, les signes extérieurs de puissance, c'est un corps fort, un corps musclé, et une grosse voiture, et une grosse maison, et des gros bijoux, ou bref. Beaucoup de choses grosses, quoi. Tout doit être, voilà. Et donc, en fait, ce que font les masculins autour de la question de retrouver un corps masculin puissant, ça n'a rien à voir avec ce que subissent les femmes, parce que ils choisissent ce qu'ils font. Enfin, c'est un projet d'amélioration ou un projet de démultiplication de la personne que l'on est, un projet de perfection, un projet de performance. Mais ce ne sont que des choix. Ce que subissent les femmes en matière d'injonction corporelle, c'est simplement des diktats qui pèsent sur elles. Alors, en bonne féministe, j'ajoute tout de suite que je ne dénie pas aux femmes leur capacité de choisir et d'être en mesure de reconnaître les injonctions, de se les approprier ou pas. Enfin, ça, c'est un point important, parce que c'est aussi je crois que c'est un des enjeux aussi du féminisme aujourd'hui, que de montrer comment ces mêmes lieux du corps qui ont été et qui sont encore les lieux par excellence de la domination masculine, donc tout ce qui est l'apparence, la beauté, l'esthétique d'un côté, tout ce qui est la sexualité puis tout ce qui a trait à la maternité, tous ces lieux corporels doivent être des lieux de réappropriation. Et ça peut et renvoie aussi à des expériences vécues qui peuvent être positives et qui, quand elles sont vécues, justement sous le signe de la liberté, du choix, voilà. Et donc, par exemple, j'observe, et je trouve ça chouette, qu'il y a beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui qui font ce choix aussi du renforcement musculaire, qui investissent beaucoup dans un travail sur leur propre corps. Il y a même
beaucoup de femmes qui ont été victimes d'agressions qui font ce choix-là comme un chemin de réparation possible, et c'en est un parmi d'autres en effet. Voilà, tant qu'on est dans l'ordre du choix et de la liberté, chaque individu est libre de faire ce qu'il veut. Ce qui ne va plus, c'est lorsque, d'abord, il n'y a pas choix, donc c'est imposé, on impose aux femmes des normes esthétiques totalement irréalisables, etc. Ou quand, du côté des hommes masculins, on est dans l'instrumentalisation d'une musculature qui doit servir un projet de domination. On a beaucoup parlé de puissance, de domination dans ce projet un peu des hommes masculins, et en même temps... on sent, en tant qu'homme aussi, encore une fois, mais chez mes pères, il y a un problème émotionnel, il y a un problème de solitude, il y a un problème de capacité à exprimer les émotions, mais aussi de profonde tristesse. Comment est-ce qu'on articule un peu cette revendication de puissance et cette expérience chez beaucoup d'hommes de solitude? Parce que c'est un peu aussi ces hommes-là aussi qui vont se tourner vers ces mouvements-là. Les injonctions patriarcales, elles pèsent très lourdement sur les femmes, mais elles pèsent très lourdement sur les hommes aussi, et plus précisément sur les garçons. C'est-à-dire que la socialisation genrée fait que les émotions sont dévalorisées pour les garçons, et elles sont considérées comme normales, voire même souhaitables du côté des filles. On a repéré qu'il y a un âge qui est autour de 6-7 ans, où les petits garçons eux-mêmes commencent de se réfréner et de s'interdire l'expression et même l'expressivité sur leur visage de leurs émotions, de leur tristesse, Alors, à l'exception d'une, la colère, qui reste l'émotion masculine par excellence qu'on ne reprochera jamais à un homme, qu'on reproche en revanche aux femmes, ça c'est sûr. Mais toutes les émotions de tristesse, de sentiment de solitude, de sentiment d'être incompris, de peine, sont connotés féminins, donc sont dévalorisés. Et donc, ce qui se passe très concrètement, c'est que les garçons perdent en fait l'habitude très très précocement de les exprimer. Donc, ils n'apprennent pas les mots pour dire leurs émotions, et surtout, ils apprennent que l'expression des émotions est une faiblesse qu'il ne faut pas révéler au monde. Et quand ils arrivent à l'âge adulte et qu'ils traversent comme tout individu telle ou telle épreuve de la vie ou tel moment un peu compliqué, un peu douloureux de leur existence, ils sont complètement démunis. Ils n'ont pas appris une sociabilité entre pairs où les garçons pourraient se parler entre eux de leurs souffrances, de leurs inquiétudes, etc. C'est quelque chose de très frappant quand les filles, elles, c'est à peu près tout l'inverse, puisque dès leur enfance, on valorise et même on encourage la discussion, la conversation, l'expression des émotions, les larmes, etc. Et donc, en fait, le phénomène masculin, il capitalise aussi sur une énorme faille chez les hommes aujourd'hui, qui est qu'ils sont submergés par des sentiments... qui les désespèrent, littéralement, de solitude, d'incompréhension, de se sentir rejetés. Mais comme ils n'ont ni les mots pour les exprimer, ni même l'autorisation d'en faire part, ils font ce que tout le monde fait. Ils extériorisent, en fait, ce mal-être, et ils vont chercher à l'extérieur, et chez les femmes, les responsables, en fait, de leur mal-être. Et ça donne, on parle souvent des incels, de ce mouvement de... Alors, on traduit souvent par célibataire involontaire, mais le sociologue québécois Francis Dupuy-Derry rappelle que célibate, en anglais, ça veut dire aussi chaste ou vierge. Et donc, c'est aussi c'est plutôt des chastes involontaires. En fait, c'est des jeunes hommes qui n'ont pas de vie sexuelle involontairement et qui incriminent la société, spécifiquement les femmes et spécifiquement les féministes, qui les privent en fait de l'accès aux femmes et de la prise sur les femmes. Et donc, il y a ce grand enjeu qui est un enjeu féministe. Il y a quelque chose qu'on dit beaucoup entre femmes, mais aussi entre féministes, qui est que, en fait, les personnes qui servent
de réceptacle au malaise des hommes, ce sont leurs compagnes. Ouais, c'est ce que j'allais dire, oui. Ouais. Et ce sont elles qui endossent cette responsabilité, cette nouvelle charge mentale. C'est une charge émotionnelle d'assurer le bien-être affectif et émotionnel de son compagnon. Et elles sont le réceptacle de tous les malaises et de tous ces moments de tristesse et de difficulté que subissent leurs compagnons, dont ils ne parleront jamais à leurs potes, encore moins à leurs collègues de travail, mais qui vont déverser littéralement sur leurs compagnes, qui doivent prendre ça en plus de tout le reste. Ouais, on a l'impression en fait que ces mouvements-là, en fait, comme tu as dit, les hommes, les garçons, en partie ne savent que exprimer par la colère, quoi, leurs émotions. Du coup, en fait, dans les extraits qu'on a entendus, c'est très colérique, quoi. C'est beaucoup de haine et peut-être que c'est une manière pour eux de dire, ok, prenez ce sentiment-là et on va jusqu'au bout avec et vous allez transformer toutes vos émotions et les faire passer par ce conduit-là qui est l'outil que vous maîtrisez. Et comme en fait, ils n'ont pas l'autre conduit qui serait une compagne avec qui ils pourraient enfin être vulnérables et se livrer parce que c'est prouvé. Ou et c'est être montré. violent avec elle directement, violent, ce qui leur permettrait de se défouler. Ils pètent un câble, quoi. En fait, peut-être pour faire le schéma, c'est-à-dire comme il n'y a pas cette sortie-là par les femmes-là, les hommes sont... ces hommes-là qui ne sont plus acceptés en tant que, comme par ce qu'ils représentent ou ce qu'ils sont, quoi. Enfin, ils ne se sentent plus acceptés. Oui, ils ne se sentent plus. En fait, ce qui est frappant, c'est de voir que ça, c'est aussi une réflexion qui a été menée par bien des féministes, une réflexion sur les masculinités. Il y a des masculinités qu'on appelle hégémoniques. C'est pas un modèle unique, mais disons, il y a un type de masculinité qui, selon les époques et selon les sociétés aussi, sont des masculinités valorisées, qui servent de modèle et qui sont comme des idéaux. Et il se trouve que dans nos sociétés néolibérales, la masculinité hégémonique du moment, c'est le modèle de la réussite économique et donc d'une certaine forme de puissance qui passe par le fait d'un accomplissement professionnel qui vous distingue du lot, ou d'un accomplissement qui peut, ça c'est le modèle plutôt des sportifs, ou par une activité sportive, on s'accomplit, on s'enrichit aussi beaucoup, et voilà. Et donc, toutes les masculinités qui ne souscrivent pas à cet idéal sont considérées comme subalternes et dévalorisées. Et ça, c'est aussi quelque chose à côté de quoi on passe souvent, c'est-à-dire que, par exemple, la masculinité des jeunes hommes de banlieue, qui est très dévalorisée, qui est considéré comme un condensé de violence et de bestialité, sans considérer qu'il puisse y avoir des modalités de cette masculinité propre qui passent par exemple par le rap, par le sport aussi. Enfin, voilà. En fait, tout ça est extrêmement complexe, et ce que font les mascus, c'est qu'ils simplifient à outrance en proposant une espèce d'idéal viril qui serait l'objectif à atteindre pour tous les jeunes hommes aujourd'hui. Oui, mais d'ailleurs, c'est en te lisant, d'ailleurs je fais une petite parenthèse parce que c'est vrai que pour préparer cet épisode, j'ai lu en partie Un corps à soi que tu as écrit en 2021. Ok. Absolument génial, du coup c'est toute ta réflexion autour des corps, la théorie que tu développes là-dessus. Maintenant j'aimerais bien qu'on monte un petit peu en généralité, parce que, enfin pas en généralité, en politique, c'est-à-dire que on en a parlé un petit peu du fait qu'il y a tous ces scandales, il y a toutes ces choses-là qui sont étayées, il y a ces recherches, il y a ces statistiques. Il y a un consensus, en tout cas pour le côté scientifique, quoi, pour le côté politique, c'est autre chose. On a même Emmanuel Macron, qui n'est pas la personnalité la plus radicale du champ politique, qui a fait de l'égalité femmes-hommes sa grande cause nationale à 2 reprises du quinquennat, quoi. Comment est-ce que toi, tu analyses ce bilan ? Et en fait, après, à partir peut-être de son bilan, on peut peut-être essayer un peu discuter de ce qu'on a un petit peu touché avant. Pourquoi il y a autant de mal à réformer en profondeur ? Bon. Large question. Oui, non, mais c'est-à-dire que c'est aussi le lieu d'un grand découragement. C'est-à-dire, en effet, 2 quinquennats de suite, ces questions sont supposément grandes causes. Il s'est passé des choses, on ne peut pas dire qu'il ne se soit rien passé, notamment ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution et de la notion de consentement dans la définition du viol. Mais une fois encore, tout ça reste bien symbolique, et que le bilan des 2 quinquennats Macron sur ces sujets, il est vraiment très décevant, pour ne pas dire affligeant.
les féministes réclament aujourd'hui ce qu'elles appellent une loi intégrale, c'est-à-dire vraiment un projet politique d'envergure conséquent qui se saisisse de cette question du sexisme dans toutes ses déclinaisons, le sexisme dans le monde professionnel, dans la vie privée, à l'école, dans l'espace public, et à chaque fois discrimination et violence dans chacun de ces domaines de l'existence, et quelle décision, quel dispositif, quel levier on peut mettre en place pour y remédier. Mais je voudrais ajouter tout de suite que malheureusement, ce constat, cette déception vis-à-vis de l'inaction des politiques sur ces sujets, selon moi, il ne frappe pas seulement ni les macronistes, ni même les partis politiques de droite, mais que je suis personnellement très, très déçue et même assez en colère d'observer que les partis de gauche, les partis progressistes, qui sont ceux qui, historiquement, politiquement, idéologiquement, sont le plus susceptibles de se saisir de ces sujets, de ces revendications féministes, j'observe que de ce côté-là aussi, les choses sont hyper décevantes. Alors, ils sont plus au pouvoir depuis un moment, donc on peut pas les tester, mais si on remonte à la dernière séquence, c'est-à-dire au quinquennat de François Hollande, 2012-2017, eh bien, c'est tout à fait vertigineux. C'est-à-dire que, je vais prendre un seul exemple, c'est celui qui me met hors de moi. Au tout début du quinquennat, un dispositif plutôt intelligent, qui est vraiment du sens commun, qui s'est appelé les ABCD de l'égalité, qui étaient des petits kits pédagogiques à destination des enseignants, écoles primaires, collèges, lycées, pour leur permettre de déconstruire les stéréotypes de genre à l'école, de repérer dans les manuels là où justement ils allaient un peu se dissimuler, et puis de leur donner des outils pédagogiques, conceptuels, pour que dans leur enseignement, ils fassent passer aussi des valeurs d'égalité filles-garçons, de lutte contre les violences, etc. L'expérimentation est lancée, elle suscite une levée de bouclier d'une frange de la population française qui est frange conservatrice, catholique essentiellement. Une fois les quelques expériences pilotes menées, le ministre annonce qu'on abandonne les ABCD de l'égalité et reculade générale. Moi, j'ai jamais compris. C'est pas un électorat de gauche, c'était un dispositif vraiment, j'allais dire, basique. Il a été mis à la poubelle. Résultat, on se retrouve 10 ans plus tard en panique généralisée parce qu'on s'aperçoit que les masculinistes sont en train de complètement matrixer les esprits des garçons. C'est le terme. Et qu'il faut trouver des solutions et que donc ça passe par l'éducation. Et tout d'un coup, un dispositif législatif qui existait depuis 20 ans, qui prescrivait l'enseignement d'1 heure par année d'école, mais durant toute la scolarité d'enseignement, la vie affective, relationnelle et sexuelle. Ce dispositif n'a jamais été mis en place. On a mesuré que seuls 15%. Je ne savais même pas que ça existait. Voilà. Pour te dire. Tu aurais dû avoir une heure jamais eu ça en CP, CE1, CE2, chaque année de scolarité jusqu'au bac. Donc il y a seulement 15%, et encore je pense que c'est sans doute exagéré, de jeunes Françaises et Français qui ont effectivement reçu cet enseignement. Le phénomène du masculinisme explose, le ministère de l'Éducation nationale entre en panique, on dit il faut faire un programme national, 20 ans après. Ah, bonne idée. Donc voilà, donc un programme a été voté en septembre dernier, et là tout d'un coup ça s'agite dans tous les sens, et comment faire ? On n'a pas d'outils, mince, les enseignants sont pas formés, en fait et rien. En fait ça fait, on est en 2026, ça fait 25 ans que tous les gouvernements de gauche et de droite font comme si ce problème systémique du sexisme et des violences sexuelles, était, conjoncturel ou marginal, enfin en tout cas comme s'il n'existait pas. C'est littéralement scandaleux, et malheureusement, j'ai bien peur qu'il soit un petit peu tard pour se réveiller. Oui, parce que ceux qu'on a vus dans la vidéo, ils ont 20-30 ans, du coup peut-être ils sont plus trop à l'école, je leur souhaite. Non, ils sont pas à l'école, mais les jeunes garçons, qui les regardent sont à l'école. C'est leur public, hein. Oui, c'est leur public, 14, 13. Très jeune, hein. Ouais. Du coup, tu vois, on a parlé de projets politiques des féministes et le manque d'action du gouvernement. Moi, j'ai une question un peu naïve, qui est, tu vois, j'ai 26 ans, je regarde de l'espace politique, je vois il y a un parti écologiste. Pourquoi il n'y a pas de parti féministe ? Moi, je suis convaincue que le féminisme, c'est vraiment une grande doctrine politique. C'est un projet de transformation de la société tout entière. On a beaucoup parlé des femmes et des hommes. Il faut ajouter que depuis 3 bonnes décennies, la pensée et les luttes féministes se sont
élargi considérablement, c'est ce que montre d'ailleurs l'ouvrage Théorie féministe, à la considération de toutes les oppressions que subissent des personnes que sont les personnes LGBTQI, que sont les enfants, que sont les personnes handicapées, que sont aussi qu'est le monde vivant, par exemple. Enfin, en fait, le projet féministe, c'est un projet global d'émancipation. Et il s'agit de soustraire à cette logique de l'appropriation, de l'exploitation et de la destruction, qui est une logique qui est néolibérale, capitaliste et patriarcale, l'entièreté de la société. Donc c'est littéralement rien moins que, c'est pour ça que je parle de grande doctrine, c'est vraiment un projet de transformation politique de la société tout entière. À ce titre, on pourrait imaginer en effet qu'il aurait besoin pour se déployer d'une instance, d'une structure, d'un parti. Le problème, il est un peu historique, c'est-à-dire que les femmes qui ont porté ces idées dans l'histoire et qui ont essayé politiquement d'agir, elles appartenaient à des partis politiques au sein desquels, finalement, elles ont toujours été marginalisées. Moi, j'observe que même des thématiques aussi évidentes que celles qui concernent la question de la maternité aujourd'hui, on en parle très peu. Les femmes politiques elles-mêmes en parlent très peu, sauf quand elles sont soudain concernées et que ça devient un sujet d'expérience vécue et donc aussi d'actualité politique. Et c'est une excellente chose, mais il y a en effet quelque chose d'un peu curieux d'observer qu'en dépit de sa portée vraiment à la fois de réinvention. La 4e partie de l'ouvrage s'intitule « Réinventer le monde ». C'est-à-dire, le féminisme a des propositions alternatives. Comment on peut faire famille autrement ? Comment on peut redéfinir nos relations avec le monde vivant, avec les animaux, avec le monde végétal et même minéral, pour sortir de l'extractivisme, par exemple. Enfin, il n'y a pas un domaine de l'existence qui échappe à une réflexion féministe. Donc, il y a vraiment une grande proposition. C'est très très riche intellectuellement, c'est ça que je disais au début. C'est-à-dire qu'il y a, je pense qu'il y a vraiment rien dans nos vies qui ne soit d'une façon ou d'une autre susceptible d'une appréhension féministe. Je pense simplement, je vais essayer de rester un petit peu optimiste, bien que je sois plutôt dans une phase de découragement et surtout de grande inquiétude vis-à-vis de la situation politique, mais je me dis que si nous parvenons à tenir bon, si nous parvenons à résister, si nous parvenons surtout à activer ce qui me paraît être l'essentiel, à savoir tous les mécanismes par lesquels nous pouvons changer l'éducation des filles et des garçons, si nous parvenons aussi par la simple fait des modèles de vie que nous proposons aux plus jeunes, à progressivement continuer ce travail d'imprégnation des idées et des revendications féministes. Et puis si survient à un moment une volonté politique collective, parce qu'elle ne pourra être que collective, oui, tout d'un coup, ça me passe par l'esprit. Je vais mettre ma casquette de professeur de sciences politiques, mais la vie politique telle que nous la vivons aujourd'hui, elle a profondément été transformée ces 2 dernières décennies, dans le sens d'une ultra-personnalisation du pouvoir, dans le sens d'une focalisation, en fait, de la politique, non pas tant sur les projets et les programmes, que sur les personnes et les personnalités qui sont en capacité de faire le buzz et de s'imposer dans l'espace public sur les réseaux sociaux, et qu'il y a une surenchère de programmes les plus à la fois simplistes et marquants possibles. Il y a une plus-value aussi à la capacité des hommes et des femmes politiques à susciter des émotions plutôt que de l'envie ou de la réflexion ou de la mobilisation. Enfin, il y a une transformation profonde de la vie politique qui ne va pas du tout dans le sens des grands projets et des grandes idées. Et je pense que c'est pas pour rien dans la difficulté que traverse actuellement le mouvement féministe. On arrive au bout de notre épisode, Camille. Je vais faire quelque chose que je fais pas souvent, mais est-ce que tu as envie de répondre à une question qu'on ne pose pas souvent? Je veux bien. Tu me demandais avant qu'on commence l'entretien si j'étais souvent sollicitée pour participer à des podcasts ou faire des entretiens. Je te répondais que oui, que je recevais pas mal de propositions, que j'en refusais pas mal, mais que j'en acceptais quand même pas mal aussi. Et la question qu'on me pose jamais et que j'ai envie de me poser à moi-même, c'est que est-ce que je serais capable d'accepter finalement de me retirer, enfin de faire un pas de côté et d'être en capacité, à chaque fois qu'on vient de me solliciter, de dire non, je vais pas accepter votre proposition, mais en revanche, vous devriez vous adresser à telle autre personne. Je l'ai fait récemment pour la première fois. On m'a sollicité pour réagir à la question du succès éditorial de la pensée de Bell Hooks, qui était une théoricienne et militante féministe afro-américaine. Et j'ai refusé en disant « je préfère laisser la parole
à des féministes noires, à des personnes concernées. C'est pas une posture, mais c'est parce que vraiment aussi, il y a quelque chose que je dois questionner en permanence, qui est le point de vue d'où je parle, en tant que femme, cis, hétéro, blanche, bourgeoise, avec un capital symbolique important, et avec aussi une notoriété qui fait que, on s'adresse facilement à moi. Je me demande si dans mon parcours de féministe, le temps n'est pas venu de faire ce petit pas de côté et peut-être sans doute de continuer à écrire, mais de me retirer en fait de l'espace public. Merci beaucoup Camille. Du coup, je vous recommande Théorie féministe, du coup collectif dirigé par Camille Froide-Vaumétry aux éditions Seuil, et Un corps à soi aussi. Voilà, deux ouvrages très importants et très beaux. Je souhaite remercier toutes les personnes qui ont participé à la conception de cette émission. Lilou pour le montage, Lucien Babin pour le mixage son. Moi, c'était Mathias Jobert et on se retrouve pour un prochain épisode de Chercheurs.es. Merci. Merci. Chercheurs.